There's been a lot of work happening in renewable energy in the global south. This has led to new developments that have affected different industries. Mali is one of the largest countries in Africa, and it's also going through energy transition, where the country aspires to have energy access to majority of its citizens, and in that mix, ensuring that there's more renewables that the country is providing. So, Your Excellency, okay. Yes, yes, yes. I understand that. If you can share with our audience, what are the opportunities for investors, partners, looking at Mali as a country where they can be able to seek opportunities in renewable energy, in sustainable development projects? Merci, cher ami. L'opportunité que vous nous offrez de parler du Mali. Nous sommes un pays situé en plein cœur du Sahel, l'Ouest africain, où notre partie nord a des conditions très favorables au développement de l'énergie éolienne aujourd'hui. Nous avons du vent assez régulièrement, 5 à 6 mètres secondes par mètre carré, mais aujourd'hui très peu développé, très peu développé. Cela est donc une opportunité à saisir. Nous avons également, depuis longtemps, fait le constat que la biomasse pouvait également aider au développement des industries des énergies renouvelables dans notre zone. Car nous avons vu les effets dévastateurs des autres sources d'énergie, notamment les énergies fossiles, sur notre environnement. Quand on parle de dégradation, de changement climatique, d'effets dévastateurs, souvent, beaucoup pensent que cela est de la théorie. Quand dans le vécu quotidien, l'on voit les conséquences, y compris sur les rapports sociaux, les rapports sociétaux, quand on voit comment la destruction de l'écosystème conduit des sociétés qui furent autrefois très conviviales, qui ont vécu en harmonie durant des siècles, côte à côte, ensemble, en venir à des situations antagoniques en raison de la difficulté dorénavant à exploiter en commun l'espace qui est offert en raison de la raréfaction des ressources, en raison de la diminution des ressources ligneuses qui sont utilisées pour le bois de chauffe, pour d'autres usages domestiques, au point que les sociétés deviennent antagoniques et arrivent à se faire la guerre. Ce n'est plus la théorie, c'est le vécu aujourd'hui au Sahel. Donc, notamment entre les agriculteurs paysans et les pasteurs à bovidés, qui ont de tout temps été en symbiose dans cette zone-là, avec des systèmes même de connivence et de gestion partagée de l'espace, avec des codes et des chartes qui faisaient que, bon an, mal an, on arrivait à s'accommoder. Le pasteur à bovidé
respectant les règles de parcours pastoraux pour éviter de faire des dégâts dans les champs des agriculteurs et vice-versa. Les pasteurs également faisaient en sorte que leurs animaux ne dégradent pas les cultures. Tout cela aujourd'hui, en raison du rétrécissement de l'espace, de la diminution du disponible fourrager, est devenu sujet de conflit. Donc l'on voit très clairement, très nettement, l'impact et le lien entre l'évolution écologique et climatique et la société et les rapports sociétaux. C'est cela aujourd'hui qui est l'une des raisons de cette instabilité que nous vivons dramatiquement dans le centre du Mali. On dit nous n'avons pas de problèmes tribaux au Mali. Nous avons des problèmes de cohabitation, mais qui n'ont jamais été conflictuels, qui n'ont jamais été antagoniques. Et c'est vrai aussi que cette situation profite à des gens qui ont un autre agenda hégémonique, non avouable, car les raisons religieuses invoquées dans un pays comme le Mali ne peuvent pas avoir cours. S'agissant d'un pays qui est islamisé depuis le XIe siècle. Et tout homme de culture sait qu'est-ce que Tombouctou a apporté au monde musulman. Qu'est-ce que les universités de Tombouctou ont apporté à la culture islamique, à la jurisprudence islamique, à la science islamique, en médecine, en biologie, sciences naturelles, tout cela est connu. Donc le prétexte religieux n'est pas valable. Il y a aujourd'hui ce problème que nous vivons au quotidien. Donc l'énergie renouvelable nous semble la plus appropriée pour préserver notre écosystème, pour préserver notre espace, pour préserver notre monde, quand on voit comment en quelques années le désert a gagné du terrain, quand on voit comment en quelques années le fleuve Niger, qui est notre artère vitale, le Niger est pour le Mali ce qu'est le Nil pour l'Égypte et les autres pays qui en savent l'intérêt. Tous ces pays du bassin du Nil bleu au Nil jaune, tout cela est connu aujourd'hui. Nous, dans l'Ouest africain, avons aujourd'hui de grandes craintes. La recherche aurifère désordonnée, indisciplinée, également devient un problème. Dans le cours du Niger aujourd'hui, il y a des dragues qui fonctionnent nuit et jour à la recherche de l'or de manière indisciplinée, de manière sauvage, et tout cela qui dévie le cours normal, le débit normal, impacte sur la vie des régions, des villages au bord du Niger et tout au long du cours du Niger également. Donc l'impact climatique est un sujet aujourd'hui dramatique et vécu tragiquement par nos peuples. Donc l'énergie éolienne, l'énergie hydrique et la biomasse, mais la biomasse, pourvu que nous sachions intéresser à la financer, serait une solution pour nous aujourd'hui. Mais tout sauf l'énergie fossile dont les limites ont été atteintes. Voilà ce que je peux vous dire. Et cela nous est utile parce que sans énergie, vous ne pouvez pas avoir une ambition industrielle. Or, aujourd'hui, il est clair que pour nous, cette phase de développement à laquelle nous avons atteint, et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, notre pays, malgré les difficultés qu'il a connues, malgré les crises qui l'ont traversées, a réussi à se qualifier aujourd'hui, en termes économiques constants, comme la troisième économie de l'Ouest africain. Mais cela ne peut pas se poursuivre de manière durable si nous n'avons pas une politique de promotion industrielle conséquente. Nous avons réussi aujourd'hui à avoir une production agricole à hauteur respectable. L'Afrique avait décidé à Maputo, vous vous en souvenez, demander à chaque État africain d'allouer au moins 10% des recettes budgétaires
au développement rural, nous avons décidé au Mali, et de manière volontariste, de rehausser cela, de hisser cela de 10 à 15%. Nous avons donc 15% de notre budget alloué au secteur agricole. Et nous finançons également, de manière à rendre confortable, l'achat des intrants agricoles, les engrais et autres. Nous avons également modernisé notre agriculture qui restait encore assez archaïque. Le développement du machinisme agricole également a contribué à nous donner un stock alimentaire aujourd'hui de 10 millions de tonnes, donc qui nous met absolument à l'abri en matière de sécurité alimentaire. Mais cela dit, il faut préciser que si nous avons le confort de cette disponibilité alimentaire, nous avons encore, hélas, des poches de déficit dus aux conditions de distribution, de diffusion. Le pays est vaste. 1 241 238 km². Vous l'avez dit vous-même, c'est un des espaces africains les plus larges. Il faut donc pouvoir aller partout pour que le Malien ait accès à l'aliment. C'est un de nos soucis, c'est un de nos défis. Nous avons également une production cotonnière qui, avec plus de 760 000 tonnes, est aujourd'hui l'une des plus fortes en Afrique. Mais une fois que vous avez dit cela, vous ne pourrez pas vous estimer satisfait. Quand vous saurez que seuls 2% de ce stock est transformé sur place. Quand nous avons encore à acquérir à l'extérieur tout ce dont nous avons besoin en produits confectionnés, en tissu à l'extérieur. Il y a donc là une moins-value que nous gagnerions beaucoup à transformer sur place avec une industrie liée à ce secteur-là. Et en termes d'emploi, notamment l'emploi des jeunes, cela serait d'apport assez important. D'autant que nous avons décidé de consacrer ce mandat, à la promotion de la jeunesse. Par une intelligence toute simple, c'est que l'avenir de l'Afrique, c'est entre les mains des jeunes. Et nous avons aujourd'hui, pas seulement au Mali, dans beaucoup de pays africains, ce défi-là, que nous avons des jeunes qui sont en même temps une opportunité, mais qui pourrait être une bombe aussi. Et nous nous battons pour que ce soit plutôt une opportunité, pas une bombe. Pour que ce ne soit pas une bombe, il faut que la jeunesse soit assurée d'un avenir, que la jeunesse soit assurée d'une employabilité. Et donc, tout ce que l'on peut avoir comme opportunité d'emploi pour les jeunes, nous devons y aller. Et cela ne se peut pas s'il n'y a pas d'énergie disponible. Et l'énergie disponible aujourd'hui, nous, au Mali, nous avons fait le choix du renouvelable. Et nous pensons que c'est cela qui est porteur. C'est cela qui est préservateur de l'écosystème et préservateur du futur également pour toute l'humanité. Quand on sait que l'ambition des 2% de réchauffement, c'est un vœu, mais qui semble s'éloigner de plus en plus, surtout après la dernière COP. Et nous avons chacun dans nos pays à faire l'effort nécessaire pour contribuer à la réduction de ces gaz à effet de serre. Voilà ce que je peux vous dire, cher ami. Thank you, Your Excellency, for that elaborate answer. You brought about issues of how climate change is related to conflict in the Sahel and all that. Just to wrap up, it will be good to know just any specific initiatives, too, that your government is doing to attract people who want to invest in Mali with its vast potential, and what do you hope will be your legacy when you retire in 2023, hopefully? Merci beaucoup. Je crois que nous avons à faire des choix qui préservent l'avenir dans nos pays au plan institutionnel. Faire en sorte que nos pays soient sur des socles institutionnels solides. Pour cela, en dépit du climat aujourd'hui sécuritaire, volatile et préoccupant, nous avons initié au Mali un dialogue national inclusif
Ce ne fut pas facile. Ce dialogue, nous l'avons voulu de la base au sommet. Nous sommes allés depuis les communes, 600 communes. Ensuite, au niveau des cercles. Ensuite, au niveau des régions. Et pour finir, au niveau national. Et ce dialogue national inclusif a réuni les Maliens de tous âges, de toutes conditions et de tous les milieux. Et sans distinction d'origine, de région, de religion, pour que dans une sorte de catharsis nationale, les Maliens viennent parler de leur pays, des problèmes de leur pays et envisagent ensemble les solutions porteuses d'avenir. Ce ne fut pas un exercice facile. Nous en avons entendu des choses, le gouvernement. Nous nous avons été mis en cause. Mais nous sommes habitués à cela. En termes d'initiative, on ne le sait pas souvent. Nous avons au Mali imaginé une manière singulière, pas pour nous singulariser, non, mais pour que cela ait un impact. Ce n'est pas un événement pour un événement. Comment faire en sorte que les droits de l'homme soient célébrés dans notre pays de manière absolument exemplaire et de manière porteuse. La date du 10 décembre, depuis maintenant une dizaine d'années, même plus, voit se réunir le gouvernement au grand complet devant ce que nous appelons un jury d'honneur, qui est composé de personnalités internationales hautement influentes en matière de droits de l'homme, des juristes, des politiques et la société civile. Et le gouvernement est là. Tout au long de l'année, une commission aura recensé les questions venant du pays profond. Et les interpellations sont adressées au gouvernement via la commission de ce qu'on appelle l'EID, Espace d'interpellation démocratique. Et cette journée est une journée difficile pour le chef du gouvernement et les membres du gouvernement. Ils sont là. Ils sont là. Et à travers le jury d'honneur, les questions sont posées, le gouvernement est interpellé et il répond. Chaque ministre interpellé répond. Yes. Et il y a également une commission d'évaluation. Excellency, that's great vision you have for Mali, and we hope that people who are in this room can be able to take opportunities that are available in creating sustainable solutions in Mali. There's a vast country with huge potential for renewables, and with your great vision, I'm sure that people can be able to come in and partner with your government, with your people, to make sure that these renewables serve the purpose of uplifting the lives of your people. Thank you so much for attending this session. Merci. C'est moi. Ça a été un plaisir pour moi.